Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes le petit-fils d'un acteur dont le physique rappelait un cheval, mais qui n'a jamais ménagé sa monture. C'est ainsi qu'un demi-siècle après sa disparition, il demeure si présent sur les écrans, mais aussi dans nos cœurs. Bonjour Vincent Fernandel. Bonjour Jacques. Alors, le 26 février 1971, voici 50 ans, disparaissait votre grand-père, Fernandel. Vous ne l'avez pas connu. Absolument pas. Mais on vous en a beaucoup parlé. Oui, et vous savez, c'est d'ailleurs étonnant car il a toujours été très présent dans ma vie et je crois que c'est bien la preuve que quelque part la mort n'existe pas dans le tangible, dans la matière telle que nous vivons nos vies humaines. Oui, elle existe, mais après, il y a des sphères où la présence reste peut-être. Voilà. Alors vous êtes professeur de théâtre, vous écrivez des livres, il y a Les Fables de La Fontaine et Au cœur de la fougère, un voyage sur la terre des All Blacks. Vous faites aussi des chansons, plein de choses, mais pas de cinéma, pas encore pour l'instant, mais on va évoquer justement ce grand-père qui était un maître dans le cinéma et de la chanson. On va l'évoquer ensemble parce que vous avez quand même quelques souvenirs. Oui, tout à fait. Et puis, je sais que quand je viens chez vous, Jacques, déjà en plus de mettre la cravate, vous êtes le seul pour lequel je la mets, je sais qu'en plus à chaque fois que je viens, j'apprends des choses, car votre expérience et votre culture sont grandes. Oh, je vais rougir. Écoutez, on va déjà apprendre des choses ensemble et apprendre des choses à celles et ceux qui nous écoutent à travers des dates. 4 avril 1925. C'est le mariage de vos grands-parents. Absolument. Et à 22 ans, il épouse Fernandel, Henriette Félicie Mance, qui est la sœur de son ami, le parolier Jean Mance. Absolument. Et d'ailleurs, on raconte que s'il s'appelle Fernandel, c'est à cause de la mère d'Henriette. Oui, le patronyme de la famille, c'est Contandin, qui est un nom qui est toujours très difficile à épeler. Les gens se plantent à chaque fois qu'ils l'écrivent ou qu'ils le disent. Mais c'est vrai que Fernandel est un pseudonyme. Et il vient d'où? Eh bien, c'est très simple. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère Henriette à l'âge de 8 ans. Et lorsqu'il allait jouer chez Henriette, sa future belle-mère, donc la mère d'Henriette, disait, en le voyant arriver, voilà le Fernandel, le Fernand à elle. Oui. Et comme en fait mon grand-père a toujours dit, et je crois que c'était tout à fait vrai, que s'il n'avait pas eu la femme qu'il avait eue, il n'aurait pas fait cette carrière. C'est pour ça aussi qu'il a adopté ce pseudonyme, en hommage à ma grand-mère et à l'amour qu'ils avaient entre eux. Oui, alors on dit aussi que Fernandel, ça vient du provençal qui signifie petit Fernand. Ah, alors ça, vous me l'apprenez, Jacques. Voilà. Alors, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Éventrons la légende, ça fait du bien. Alors, il faut savoir que les Contandins, ça vient du côté de Turin, du Piémont. Oui. Et d'ailleurs, c'était au départ les Coutandins. Il y a eu une erreur de transcription. Alors, au départ, c'était même les Contadini. Oui. Alors, contadini en italien, ça veut dire paysan. Voilà. Mais effectivement, ils sont arrivés au XVIIIe siècle en France. C'était des douaniers, pour la plupart. Bon, il y avait sans doute un ou deux trafiquants ou truands dans le lot, évidemment. Voilà, la routine italienne. Mais on a retenu le métier noble, les douaniers, qui saisissaient pour eux, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on est arrivé, la famille, au XVIIIe siècle, dans la région du Sud, et on n'en a plus bougé. Voilà. Alors, votre grand-père naît, et sa mère, qui s'appelle Désirée, elle est comédienne amateur, et votre père, son père plutôt, est employé de bureau, mais le soir, il chante sous un pseudonyme, Sined. Absolument. Qui était l'anagramme en fait de son prénom Denis. Oui. Voilà. Et c'est vrai que mon arrière-grand-père donc était comptable et puis il avait une vie de jour, une vie de nuit, un peu plus canaille. D'autres notes quoi. Voilà, exact. Ce n'était pas, c'est pas le même stylo, n'est-ce pas, pour faire les comptes. Mais tout ça pour dire que oui, il était effectivement passionné de chansons, ce qu'on appelait les tourlourous à l'époque, des fantaisistes quoi. Et c'est vrai que mon grand-père, par conséquent, lorsqu'il était petit, suivait mon arrière-grand-père sur les planches. Et sur ces planches, il chantait Mademoiselle Rose, création de Paulin. Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli petit objet à vous offrir. Oui. Alors à l'époque, Fernandel, 7 ans, chantait ça sans se rendre compte des paroles, des petits objets à offrir. Je sais pas trop, vous savez, il était quand même grivois, mon grand-père, et puis mon père, Franck, l'était aussi. Et puis moi, j'avoue que j'ai pas fait... Je fais honneur aussi à la tradition de la grivoiserie et de l'humour au second degré. Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça, je crois que peu de gens le savent, c'est que mon grand-père avait sorti, fin des années 60, un disque qui s'appelait Interdit aux moins de 18 ans, avec beaucoup de paroles de Michel Rive-Gauche, si ma mémoire est bonne, où c'était que des chansons à double sens, ou alors très premier degré. C'est un disque qui était vraiment interdit aux moins de 18 ans. C'était d'ailleurs assez courageux de sa part, entre guillemets, pour l'image un petit peu lisse et bon père de famille qu'il pouvait avoir, de faire des chansons, on
va dire, un peu osé, quoi. Voilà. D'ailleurs, Serge Gainsbourg a fait de même avec France Gall, avec les sucettes. Exactement. En lui faisant faire un clin d'œil. Elle ne savait pas très bien ce que ça représentait, mais elle l'a compris quelques années plus tard. Mais les musclés ont fait ça aussi, hein, Oui. que vous connaissez bien d'ailleurs. Oui. Parce que je crois que vous avez fait Gargamel à Bercy, Oui, fut un c'est temps, une mon autre cher histoire. Jacques. Oui, c'est une autre histoire. On fera les clés de votre vie la prochaine fois, parce que c'est intéressant. Une autre fois. Alors, effectivement, Fernandel, il débute aussi sur scène. Et le premier jour où il est allé sur scène, je crois que son père lui a donné un grand coup de pied au derrière parce qu'il ne voulait pas rentrer sur scène. Il paraît. C'est surtout que, je vais vous dire, il faut voir aussi à l'époque un enfant de 7-8 ans, c'était l'âge qu'avait mon grand-père à ce moment-là, qui admirait beaucoup les tourleroux lui aussi, mais qui soudain se retrouve propulsé comme ça dans un âge où on est quand même en pleine évolution, on peut être un peu timide. Et c'est vrai qu'apparemment, oui, il y a eu un petit forcing de la part de l'arrière-grand-père. Oui. Oui, et puis finalement, ça l'a calmé, puisqu'après, il n'a plus jamais eu le trac. Ah, on ne peut pas dire que c'était un timide. Alors, les tourleroux, il faut le savoir, parce que certains l'ont oublié, c'était les fantassins jusqu'à la guerre de 14. Oui, absolument. Avec un pantalon rouge. Et c'est devenu ensuite les comiques troupiers. Alors, effectivement, Paulin, c'est important pour votre arrière-grand-père, mais aussi pour votre grand-père. Il y a une salle qui existait jusqu'aux années 30 à Marseille, qui s'appelle le Palais de Cristal. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'était une salle qui ressemblait à un immense aquarium. Il y avait la scène, il y avait un restaurant, un bar, et les dames de petite vertu venaient en toute liberté parler avec les clients. Ah. Elle est devenue un cinéma, le Pâté Cinéma de Marseille. Ah, je ne le savais pas. Voilà. Mais quelle belle époque. Et c'est là où à 10 ans, c'est là à 10 ans... Pour avoir des discussions un petit peu libres et élevées, vous voyez. Exactement, surtout élevées. C'est là où à 10 ans, Fernandel rencontre Paulin pour la première fois, il le voit sur scène. Oui, c'était son idole. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même très ancien. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en ce temps-là, lorsque on était une vedette ou une star, enfin le mot n'existait pas d'ailleurs, c'était toujours impressionnant, très impressionnant de rencontrer les gens qu'on admirait, simplement parce que c'était pas le temps ni l'heure de la presse people ou de la presse à scandale où tout le monde racontait tout sur son existence. Hein. À l'époque, on allait voir d'abord l'artiste, quoi. Hein. Et à l'époque, Paulin chantait une chanson que Fernandel a appris et qu'ensuite il a interprété, La caissière du Grand Café. Ah, oui. Elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Dans la rue, on peut la voir, qu'elle est assise dans son comptoir. C'est vrai qu'alors, tout en chantant le soir, à 12 ans, il quitte l'école, il commence à travailler. Bon, tout y passe. Je crois qu'il a travaillé dans une maison de tissus, il a travaillé dans plusieurs banques, il a porté des sacs de sucre dans le port de Marseille, Oui. et ensuite dans une savonnerie. Ah oui, il a tout fait. C'est-à-dire que, et en plus d'avoir tout fait, il se faisait virer à chaque fois parce qu'il faisait des blagues. C'est-à-dire que, par exemple, quand il était à la banque, il y avait à l'époque des monte-charges, quoi, des passes. Et en fait, lui, il se cachait dedans, et quand les mecs ouvraient, il faisait waouh. Et du coup, bon, il l'a fait une fois, 2 fois, 3 fois, et puis il s'est fait virer. Quand il portait les sacs de sucre, il les jetait à la mer parce que c'était rigolo. Il a toujours eu ce côté farceur. Mais ça, il l'a gardé toute sa vie, comme les Rémus, les Pagnols. Un jour, ça c'est une anecdote formidable, il partait, je fais un peu un saut dans le temps, il partait avec Rémus en bateau, et ni mon grand-père ni Rémus ne savaient nager. Rémus avait très peur, il disait « Fernand, tu comprends, on va prendre la grande mer, comment on va faire s'il y a un problème ?» Et mon grand-père lui a fait croire pendant 2 heures que le bateau était en panne. Et Rémus lui a dit « Mais comment on va faire, Fernand? On va rentrer à la voile comme les pirates. » Voilà. Et il se faisait des blagues tout le temps entre eux, mais des blagues de gosse, quoi. Et ça ne l'a jamais quitté toute sa vie. Et un point commun justement avec l'autre grand comédien de l'humour français qui est De Funès, qui s'est fait virer de partout dans ses jeunes années, des magasins de tissus, parce qu'il n'arrêtait pas de faire des blagues et de tout casser. Mais vous voyez comme quoi se faire virer est plutôt bon signe. Exactement. Alors, il ne s'est pas fait virer, contrairement à d'autres, de l'Alcazar de Marseille, qui était une scène extraordinaire où on se faisait jeter tous les soirs, pratiquement. Les tomates étaient au rendez-vous. Ah ben, c'est-à-dire que devant, on était limite à vendre les cajots de tomates, les favouilles, les petits crabes, etc. Ah, l'Alcazar, il y en a un paquet des choses à l'Alcazar. Oh, celle-là, Jacques, il faut que je vous la raconte. Puis que c'est marqué Parlons vrai, on peut tout dire. Ah oui. Un soir, donc, à l'Alcazar, ça ne concerne pas mon grand-père, il y a le présentateur qui rentre et qui dit « Mesdames, messieurs, voici Clara Tambour. » Et il y a un mec qui se lève au balcon, il fait « Je la connais, celle-là, c'est une grosse pute. » Et le présentateur dit « Quoi qu'il en soit, voici Clara Tambour. » Voilà. Et il y a une autre anecdote. Ça, c'était le Marseille des années 30, vous voyez. Voilà. Et il y a une autre anecdote, c'est un monsieur qui chante sur scène, il reçoit des tomates, et sa femme tricote tranquillement en coulisses. On lui dit « Mais attendez, votre mari est en train de recevoir des tomates. » Et alors, c'est pas grave, hier à Montpellier, ils me l'ont battu.
Mais ça, en plus, attention, c'est des anecdotes authentiques. Bien ça. sûr. Elles ne sont pas inventées. Hein. C'est un Marseille qu'on a totalement oublié. Totalement, mais c'est plus qu'un Marseille. C'est-à-dire que c'était une époque de liberté un peu foutraque, où malgré le ton très libre et aussi parfois des choses un peu limites, qu'on pourrait juger limites aujourd'hui, il y avait quand même une joie de vivre et malgré tout quand même un respect aussi des gens et des artistes. Parce que l'Alcazar, ceux qui se faisaient jeter, il faut bien le dire, c'était ceux qui n'étaient pas forcément très doués, qui faisaient 3 fausses notes et puis qui d'un coup se faisaient jeter. Le public marseillais était très exigeant. Hein. Et il avait raison. Et ensuite, Fernandel a continué. On va continuer à en parler justement avec une autre date, le 7 décembre 1928. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Fernandel pour parler de Fernandel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, nous célébrons aujourd'hui les 50 ans de la disparition de Fernandel, le 26 février, et nous l'évoquons avec son petit-fils, Vincent Fernandel, et des dates. 7 décembre 1928, ce sont ses débuts à Paris, à Bobino. Oui. Et c'est la fin d'un long chemin, parce qu'il a connu des temps difficiles, les maigres cachets, Fernandel. Absolument. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on oublie énormément, enfin beaucoup d'artistes semblent oublier qu'on ne réussit pas toujours facilement et surtout jamais tout seul. Et je crois que la force qu'a eu mon grand-père, qui d'ailleurs ne voulait pas devenir une star, il voulait faire son métier parce qu'il aimait ce métier-là. Il est devenu une star par accident quelque part. Mais ce qu'a fait mon grand-père, c'est-à-dire qu'il n'a jamais, et d'ailleurs lorsqu'il était vedette non plus, il n'a jamais craché sur les choses plus petites, sur les cachets un petit peu plus restreints, et il a toujours fait, c'était un faiseur. Et surtout ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il s'est toujours entouré d'un collectif aussi bien intime que professionnel. Et c'est ça qui lui a permis aussi de monter les échelons. Moi, je suis toujours très amusé aujourd'hui, c'est une grande tendance de voir des gens qui débarquent en disant « Moi, vous savez, le talent m'est venu, un soir, une faille cosmique a fait que tout m'est arrivé d'un coup, etc. » Comme si c'était peu honorable d'avoir galéré. Et même, je vais vous dire, aujourd'hui, dans n'importe quel métier, vous le savez aussi bien que moi, même quand on est, entre guillemets, à une position assez stable, la chute, elle peut se faire du jour au lendemain. Et ça, mon grand-père l'a toujours su. Oui, alors ce Bobino, justement, c'est sa première chance à Paris. Il a pris le risque. Il est en 5e place dans le programme, d'après mes renseignements. Et il chante la tradition de Mayol. Mayol, qui était le roi du café-concert. C'est son point de départ. Oui, exactement. Mayol était monté au début du siècle, il avait créé le concert Mayol, et finalement le directeur du concert Mayol, c'est Henri Varna, qui va repérer Fernandel, Henri Varna qui dirige aussi le Casino de Paris, et qui va l'engager au concert Mayol pour des sketchs entre les numéros de jeunes filles assez déshabillées. Oui, il avait un métier agréable quand même. Hein. C'est-à-dire que ça se passe, c'était le répertoire du début, c'était les fantaisistes du Midi qui étaient à Paris. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faut croire que la Provence, que le Midi, il y a eu aussi Pagnol pour les films, mais il n'y a pas eu que lui, avait quand même une espèce d'aura qui était plus importante qu'aujourd'hui. Alors peut-être aussi que les temps étaient un petit peu plus ouverts à cet exotisme marseillais, parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces années-là, Marseille, on ne pouvait pas y aller en 3 heures en TGV. C'est-à-dire que quand les Marseillais montaient à Paris, c'était un peu comme si des Esquimaux arrivaient en Argentine, quoi, vous voyez. Et il y en avait beaucoup à Paris. Et donc, au concert Mayol, Fernandel joue avec une comédienne de l'époque, c'est le Parisis, je ne sais pas si vous savez. Pas du tout. Parisis, c'est une dame ensuite qui a épousé un monsieur très riche, qui avait des bijoux qui descendaient jusqu'à terre. Et un jour, elle montait des pièces de théâtre, je vais montrer une pièce de Stophane. On la regarde, elle fait comment, oui? Non. Stophane, oui, Aristophane. Je vous jure, c'est vrai. Elle est vraie, celle-là. Elle est vraie. Aristophane. Et elle dit, mais c'est normal, on dit bien Haribor en parlant de notre comédien. Ah la vache. Et ça, l'anecdote est restée dans le monde du spectacle. Aristophane, oui. Vous me la prenez, celle-là. Alors, je la ressortirai à mes élèves en cours. Oui, parce que vous êtes professeur de théâtre. Alors, dans les comédiens qui montent à Paris, à l'époque, il y a Henri Poupon, bien sûr, qui va tourner avec Pagnol. Et il y a Max Derly, qu'on a oublié, qui était le partenaire de Mistinguett dans la valse chaloupée. Tout ça, c'est des gens que Fernandel a connus à ses débuts. Alors Max Derly, vous voyez, je ne savais même pas qui c'était, pour tout vous dire. Mistinguett, évidemment, mais Max Derly, je ne savais pas. Il a créé la valse chaloupée au Moulin Rouge avec Mistinguett. Il y avait un tableau de Vandongen qui représente cette scène. Et justement, Fernandel est passé aux Folies Bergères, je ne sais pas si vous le savez. Oui, ça je savais. C'est-à-dire que Mistinguett l'a engagé avec un grand escalier qui était une toile peinte. Vous le saviez, ça? Non, je ne savais pas, par contre. Réduction de moyens. Voilà, il chantait devant le public, il faisait rire tout le monde grâce à cette toile peinte, parce que on voyait mal Fernandel descendre l'escalier du Casino de Paris. Et puis, il y a quelqu'un qui a ensuite compté beaucoup, c'est Vincent Scotto. Ah, absolument. Absolument.
Oui, Vincent Scotto, alors il faut rappeler quand même qui c'est, c'est-à-dire c'était un très grand compositeur, plus que ça, même un mélodiste. D'ailleurs, dont les chansons ont fait le tour du monde, il a fait, je crois, quelque chose comme 4000 titres. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Scotto, qui a été d'ailleurs une fois acteur pour Pagnol dans Geoffroy, qui est un très beau film, Scotto, évidemment, avec toute l'équipe que vous connaissez bien, enfin que vous connaissez historiquement, ou les Géocogères, par exemple, qui étaient ses partenaires, Scotto, effectivement, a eu une influence monumentale sur bien des gens du Midi, car c'était non seulement un compositeur méridional, mais c'était aussi un tel mélodiste que ses chansons avaient un rayonnement qui était bien au-delà du Midi de la France et même bien au-delà de la France. Je crois que quand Valéry Giscard d'Estaing est arrivé en Chine dans les années 70, je crois qu'on lui a joué Sous les ponts de Paris. Oui, qui est de Vincent Scotto. Exactement. Et c'est grâce à Vincent Scotto, qui avait des tout petits bureaux dans Paris, qui était son appartement, que Fernandel a connu Tino Rossi. Oui. Et il est devenu ami avec lui. Et il a chanté une seule fois, je crois, dans un film Hugues, une chanson de Vincent Scotto. Ah, pas possible. Oui, avec Paulette Dubost, dans un film en 1940. Une fois. Une fois. Ah ben, j'aurais cru plus. Voilà. Alors, finalement, Fernandel est devenu célèbre par la chanson. Et la première chanson qu'il a rendue célèbre, c'est celle-ci. Ignace, Ah oui. Ignace, c'est un petit bedillant charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Alors, Ignace, c'est Ignace Botaclou dans un film. Et c'est une opérette au départ, je crois. Absolument, c'est une opérette qui a d'ailleurs été créée en 1935. Et ce qui est savoureux, c'est que mon père, Franck, est né le 10 décembre 1935, et que ça s'est su. Et lorsque mon grand-père a joué ou le 10 au soir ou le 11, je ne sais plus, il y avait dans la salle, quand il rentrait en scène, des gens qui lui ont crié « Alors, il va bien le petit ?» On lui jetait des poupons en celluloïd, des bouquets de fleurs, etc. pendant qu'il jouait, pendant qu'il était en train de chanter et de faire son métier, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que le troisième prénom de mon père, c'est Ignace. Franck, Gérard, Ignace. Justement à cause de ce souvenir-là. Et votre père Franck, qui lui a repris les chansons de Vincent Scotto. Ah, pour le coup, Vincent Scotto, mon père, a repris Scotto par 2 fois. Une fois dans une version un peu plus jazzy sur des arrangements de Paul Piot, je crois. C'était fin des années 60, ça remonte. Et puis il avait refait aussi du Vincent Scotto dans les années 90, produit par l'inoxydable Tempesti, que vous connaissez bien. Alors, il se trouve qu'à l'époque, les comédies musicales, on appelait ça des opérettes, il y en avait beaucoup dans Paris, ça devenait des films ensuite. Ça a été le cas de cette histoire d'Ignace. Oui, comme Le Rosier de Madame Husson aussi. Oui. Comme Ignace, effectivement. Alors après, j'ai plus la mémoire de tous, mais c'est vrai que ça, on allait des planches vers les plateaux, quoi. Oui. Voilà. Et Ignace est devenu un film. Et lors de l'appel des troupes à la caserne, il y a un nom qui est prononcé dans ce film, c'est Jules Murer, qui est le vrai nom de Rému. Absolument. Voilà. Et c'est vrai que Rému et Fernandel, c'était 2 complices. Non seulement c'était des grands complices, parce que, encore une fois, ils s'estimaient énormément et ils s'amusaient beaucoup ensemble, mais je crois que c'était aussi des hommes qui se respectaient énormément artistiquement. Mon grand-père, qui n'était pas groupie pour un sou, hein, il n'était pas impressionné par beaucoup de gens, mais Rému était son aîné. Et c'est vrai que mon grand-père a toujours beaucoup admiré Rému, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'Orson Welles avait dit de Rému, c'est le plus grand acteur du monde. Oui, et en même temps, il y avait cette tradition des Marseillais à Paris, qui était quelque chose de très particulier. Bah, particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une époque où c'était, je crois, un petit peu plus divers et varié dans le paysage artistique français, c'est-à-dire que c'était pas du parisianisme à tout crin, c'est-à-dire que on venait avec une identité peut-être un petit peu supérieure, qu'on soit breton, marseillais, strasbourgeois, il y avait peut-être justement une identité régionale, culturelle, qui était plus appréciée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on uniformise un peu tout, et d'ailleurs pour parler ne serait-ce que de l'accent, moi très souvent on m'a dit mais tu te rends compte, si tu as un peu l'accent, on ne te prendra pas au sérieux, tu travailleras pas. Ça veut rien dire. Moi, j'ai des élèves à moi dans mon école de théâtre qui ont un accent ou un phrasé ou un parlé. Je leur dis surtout, ne le perdez pas, gardez votre identité. Parce que, encore une fois, si tout le monde se plie aux standards du métier, alors plus personne ne sait rien avec sa propre patte, j'ai envie de dire. Et cette époque-là était libre pour ça. Alors, il y a aussi la guerre de 39. Il est mobilisé à Marseille, à la caserne d'Orel, et on va le mettre à la garde dehors. Ça va durer une fois parce qu'il y a une émeute. Oui, parce qu'il était déjà très connu, puis il faisait rire tout le monde. Donc en fait, c'était pas tout à fait indiqué pour le sérieux, la tenue des troupes, quoi. Alors que lui, il prenait ce rôle-là, pour le coup, très à cœur. C'était involontaire chez lui, de la même manière que parfois, bien après, lorsqu'il était vraiment une grande vedette de cinéma. Parfois, quand il était à Marseille en vacances, il disait « Tiens, je vais aller acheter le pain ».
Parce qu'il aimait bien aller acheter le pain, il aimait bien aller au cinéma, il aimait bien, c'était resté un type tout à fait normal. Et il partait acheter le pain, il revenait 2 heures après avec la baguette à moitié arrachée par les fans, il disait je peux plus le faire, j'en peux plus. Et c'est vrai qu'en fait cette notoriété, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'a jamais cherché la notoriété. Il a cherché à faire son travail. Sauf que cette notoriété, on va pas faire Cosette, hein, il était content de l'avoir bien sûr, mais ça a empêché cet homme-là qui adorait les choses extrêmement simples, parfois d'avoir des comportements de Monsieur Tout-le-Monde. Et il comprenait d'ailleurs très mal que les gens l'aiment, il le comprenait, mais que parfois on se jette sur lui, il le comprenait pas. Comment est-il devenu une vedette? On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 4 juin 1952. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Fernandel pour parler de Fernandel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, on évoque aujourd'hui le souvenir de Fernandel qui nous a quittés le 26 février 71, donc voici 50 ans, et on l'évoque avec son petit-fils Vincent Fernandel et des dates 4 juin 1952, sortie du premier film de... Oh, vous allez reconnaître. Attention, Jésus, tenez-vous bien, je fonce. Mais fasse pas devant vous. Don Mais Camillo, devant lui. le petit monde de Don Camillo, qui a changé finalement la vie de Fernandel, Vincent Fernandel. Ah oui, c'est un film qui est devenu assez incontournable, aussi bien d'ailleurs en France qu'en Italie, car il ne faut pas oublier que c'est une coproduction italienne, n'est-ce Avec pas ? Gino Cervi. Avec Gino Cervi, qui était son partenaire fidèle. En fait, cette histoire, elle est assez étonnante, parce que déjà les années 50, pour mon grand-père, pour moi, c'est ses meilleures années de cinéma, parce qu'il a aussi rencontré Henri Verneuil, hein, par exemple. On va en parler tout à Voilà, l'heure. avec qui ils ont fait des films extraordinaires. Mais donc Camillo, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au départ, c'est un roman populaire italien de Giovanni Guareschi, alors qui est beaucoup plus contestataire finalement hein, que les films qui sont sortis, parce que, encore une fois, c'était de l'histoire typiquement italienne. Donc il fallait aussi que, à cause de la coproduction franco-italienne, ce soit un peu plus ouvert sur la France. Donc c'est un peu plus light, on va dire, sur l'aspect contestataire. Mais bref, mon grand-père reçoit le scénario, on lui envoie, et il lit en un après-midi. Et il dit, le scénario est extraordinaire, c'est un rôle magnifique, mais je ne peux pas accepter, car le Christ et moi, nous dialoguons dans ce film. Il dit, et ça, c'est blasphématoire, je ne peux pas parler au Christ. Et il était très ferme là-dessus. Non pas qu'il fût une grenouille de bénitier, d'ailleurs il était croyant quand ça l'arrangeait, mais ça, c'était pas possible. Voilà, c'était touché un peu à la statue du commandeur. Et comment le producteur, qui s'appelait Rizzoli, l'a convaincu, c'est qu'en fait, il a fait appel à un grand monsieur de l'Académie française, qui s'appelait Jean de Bucourt, enfin de la Comédie française, hein, Jean de Bucourt, qui avait une voix extraordinaire, et qui en fait a fait des essais de la voix du Christ. Et donc mon grand-père a écouté ça, et la voix de Bucourt est tellement extraordinaire, tellement stellaire, tellement modulée et douce, et donne une amplitude telle au Christ, que mon grand-père a dit « Ah, alors je vais le faire ». C'est ça qui l'a décidé. C'est tout simplement ça. Mais au départ, il y avait comme un conflit de principe, quoi. Et sans imaginer qu'il y aurait 5 millions d'entrées et qu'il y aurait ensuite 6 films. Eh oui, alors je dois bien vous dire que les 2 premiers qui sont de Duvivier sont quand même les meilleurs. Je sais que Carmine Gallone en a fait un, que Comencini a fait, je crois, le 4 ou le 5, mais Comencini disait lui-même que c'était un film de commande parce qu'il devait des sous à un producteur et qu'il l'a fait quasi gratuit, que c'était un enfer. Mais c'est vrai que la qualité des 2 premiers est quand même assez élevée. Et c'est surtout que ce qui est dingue, c'est que derrière ça, il recevait beaucoup de courriers, mon grand-père, hein, auxquels il répondait d'ailleurs lui-même, il n'avait pas de secrétaire. Et des lettres de gens qui lui disaient « Voudriez-vous célébrer notre union, baptiser notre enfant ?» Et il répondait « Je ne suis qu'un curé de cinéma ». C'est-à-dire que je crois que c'est le rôle auquel on l'a le plus identifié finalement. Voilà. Et il y a eu un dernier film où malheureusement il nous a quittés avant la fin, qui était Les Contestataires. Oui, donc Camillo et ses contestataires, exactement. Alors oui, il est tombé malade pendant ce tournage-là, dont il existe, paraît-il, 20 ou 30 minutes de rush, pas forcément exploitable, mais ça doit être dans un coffre-fort mité chez l'assureur de l'époque, je ne sais pas où c'est. Bon, après, je dois vous dire que je ne vais pas partir exhumer les fonds, vous voyez, des assureurs de cinéma des années 70. Hein. Mais effectivement, le 6e s'est pas fait. Un 6e a été fait, d'ailleurs. Le nom des acteurs m'échappe. Fut un temps, je le savais, mais qui n'a pas fait du tout de succès parce que les gens n'ont pas compris, en fait. Et ce qui est étonnant, c'est que Fernandel ne pouvait plus aller à la messe le dimanche. De toute façon, je vais vous dire, déjà, il n'y allait pas beaucoup. Oui. Pour commencer. Mais lorsqu'il lui prenait l'envie d'y aller, effectivement, c'était très compliqué parce qu'il volait la vedette au curé, quoi, vous voyez. Donc, il ne pouvait pas rester. Alors, un jour, je crois que c'est le 18 janvier 53, il est à Rome, Oui. et Pie XII, le pape, le prie de venir au Vatican pour faire la connaissance du plus connu des prêtres de la chrétienté après le pape. Exactement. C'est extraordinaire, Oui. ça.
Et comme quoi, hein, ils avaient de l'humour à l'époque. Hein. Alors, le cinéma, ça a commencé pour Fernandel en 1930, dans Le Blanc et le Noir, Oui. grâce à Marc Allégret, qui était le frère d'Yves Allégret, mari de Simone Signoret. Tout à fait. Je crois qu'il a vu un jour sur scène Fernandel et il a dit, tiens, essayons. Oui, et c'est surtout que je crois que mon grand-père ne rêvait pas forcément de cinéma. Et d'ailleurs, d'après ce qu'il en a dit, ça lui a fait un énorme choc que de se voir à l'écran. Ça lui a mis même un petit doute. Mais finalement, comme les retours étaient bons, il s'est dit pourquoi pas essayer. Et encore une fois, c'était un mangeur de travail, mon grand-père. C'est-à-dire que là où certains préféraient atermoyer et rester dans le doute, lui préférait faire, quitte à se tromper d'ailleurs. Et il l'a très souvent dit qu'il s'était trompé sur beaucoup de films, mais c'était pas quelqu'un qui avait. Il ne jugeait pas les choses avant de les avoir faites. Voilà, c'était quelqu'un qui avait besoin d'une expérience concrète pour pouvoir ensuite prendre le recul et faire des choix plus pertinents et s'améliorer lui-même. Il a dit un jour qu'il avait fait quelques navets, mais qu'il y avait quelques concombres. Oui, même beaucoup, il avait dit. Beaucoup de concombres, oui. Et mais c'était avec beaucoup d'humour, ça. Mais vous savez, c'était des gens qui n'étaient pas dupes de leur célébrité ou de leur réputation. Mon grand-père a toujours parfaitement su, mais il n'y a pas que lui, je dis ça, mais je crois que tous les grands professionnels, que ce soit dans la peinture, dans la musique ou dans le cinéma, c'est beaucoup plus large que Fernandel, tout ça. Ces mentalités-là savent une chose, c'est qu'à un moment donné, lorsque on fait ce métier-là, l'erreur des gens ne peut pas passer à côté, mais que d'un autre côté, il faut quand même faire les choses comme si c'était la meilleure des choses à faire, justement pour pas la rater. Et je crois aussi que ces gens-là, dans cette mentalité-là, ont le recul de se dire, il n'y a pas de honte à dire que j'ai fait un meilleur livre il y a 3 ans que ce que j'ai fait aujourd'hui, ou que la peinture de demain sera peut-être mieux que celle d'hier. Il y avait ce recul, et c'est même pas de la modestie, c'est du pragmatisme. Alors, ce film de Blanc et le Noir, qui est le premier film de Fernandel, il joue un groom, et c'est un texte de Sacha Guitry, Oui. qui a dit à propos de Fernandel, « Moi, on m'admire, vous, on vous aime. » Exactement. Car le public adorait effectivement Fernandel, et quand il rentrait 2 heures après avec la baguette déchirée, il s'était mis en colère, mais contre les gens, disant « Foutez-moi la paix », mais on ne le croyait pas. Mais non. Mais non, parce que c'était un type qui attirait une telle sympathie qu'on se disait, même quand il se met en colère, c'est de la galéjade, c'est pour rire, c'est comme dans un film. Et d'ailleurs, ça l'a poussé, pour le coup, à pas accepter certains rôles où il aurait pu jouer. Par exemple, on lui a proposé un rôle de méchant ou le type qui tue le mec à la fin, etc. Il voulait pas jouer ça parce qu'il pensait que le public n'adhérerait pas, que le public ne le croirait pas dans ces rôles-là. Et là, je pense que il a peut-être fait une erreur là-dessus, mon grand-père, parce que j'ai toujours maintenu que, comme il est mort en 71, que des mecs comme Corneau, comme Sauté, comme Labro peut-être aussi, auraient pu confier dans ce cinéma différent des années 70, des 3e ou 4e rôle à mon grand-père, de type un peu plus sombre, de mec un peu plus dans le secret, de patriarche mystérieux. Moi, je suis certain qu'il aurait pu, dans ces années-là, embrasser non pas une nouvelle carrière, parce qu'il était déjà âgé tout de même, et puis il avait déjà 148 films à son actif, mais qu'il aurait eu de temps en temps, sporadiquement, comme ça, des rôles qui comptaient. Alors, il y a eu 148 films, et il y a des classiques. Pour une génération, François Ier, qu'on a vu des dizaines de fois à la télévision, il y a une scène qui est mythique. C'est La Chèvre. La chèvre. Il se fait lécher les pieds Oui. par la chèvre. Oui. Et ça, ça devait être extraordinaire. La famille vous en a parlé? La chèvre, au départ, ne voulait pas. Lécher les pieds, hein, j'entends. Donc, par conséquent, ils ont mis du tabac entre les orteils de mon grand-père. Et c'est comme ça, en fait, que la chèvre a accepté. Vous voyez? Comme quoi, même dans les grands classiques, il y a de grands secrets de bricolage. Vous voyez? Mais c'est vrai que je vous avoue que François Ier, moi, c'est pas la période qui me plaît le plus. C'est lointain, quand même. Vous voyez? Et il y a un autre film qui est un classique. D'ailleurs, pendant le reconfinement, il a fait un tabac à la télévision. C'est celui-ci. Ici, c'est le paradis. D'accord, mais même à cette pénible époque, il y avait de braves vaches. Et parfois aussi, de braves gens. La vache et le prisonnier. Merci, C'est un film, je crois que 9 millions d'entrées à la sortie et là, 10 millions de spectateurs lorsque c'est passé à la télévision, voici quelques mois à peine. Oui, non, mais c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Moi, je vous avoue que ça... Quelque part, ça me dépasse, parce que, pour moi, c'est mon grand-père. Donc, si vous voulez, c'est d'abord un homme. Après qu'il ait été acteur de cinéma, charcutier, maçon, pour moi, ça change rien. Mais d'un autre côté, si on tente d'expliquer pourquoi ce genre de film, et c'est pas le seul à avoir encore du succès, c'est parce que je crois qu'il y a cette idée du collectif. C'est-à-dire que je vais prendre un autre acteur pour faire une analogie, pour bien voir que ça touche pas que Fernandel, mais que Fernandel fait partie de ces gens-là.
Un mec comme Alain Delon, jusqu'à ce qu'il se mette à produire avec plus ou moins de bonheur dans les années 80, Alain Delon écrit pour Delon, joue Delon, enfin où il faisait tout lui-même, où c'était un peu plus discutable parfois sur la qualité. Qu'est-ce qui a fait ce grand acteur aussi ? Au-delà de son talent et de son travail, c'est qu'il a tourné avec Visconti, il a tourné avec Verneuil, il a tourné avec Zurlini, avec des scénarios, avec des metteurs en scène qui savaient diriger, qui savaient parler un langage de cinéma, avec des techniciens qui étaient aussi des artistes. C'est-à-dire que, et je crois que ça touche aussi quelqu'un comme mon grand-père, c'est-à-dire que dès lors que mon grand-père faisait du Fernandel, et qui se dirigeait lui-même parce que le metteur en scène ou le scénario était un petit peu plus flanc, automatiquement le film n'était pas bon. C'est normal. Mais lorsqu'il s'entourait avec un souci de collectivité, avec une haute qualité à tous les postes, automatiquement que le film était bon. Donc c'était aussi des gens qui avaient cette conscience du collectif et du fait qu'une entreprise artistique ne se fait pas tout seul et qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Alors, il faut savoir que Marguerite Lavache a été auditionnée, il y a eu 600 auditions, et qu'ensuite, je crois que votre grand-père l'a Non mais sauvé. c'est vrai, il y a eu 600 auditions. Oui, pour trouver la bonne vache. Mais d'où vous sortez ça, bah, Jacques ? c'est dans les livres. Vous êtes allé fouiller dans le Larzac, c'est ça ? À peu près, Vous avez oui. interviewé en terre paysanne. Oui, et finalement, grâce à Fernandel, votre grand-père, cette vache a été sauvée de l'abattoir après le tournage. Et oui, elle devait partir à l'abattoir. Ce à quoi il a dit à la personne qui lui a appris la nouvelle, soit elle vit, soit c'est vous qui y partez à l'abattoir. Voilà. Il était marseillais, il était léger. Oui. Donc finalement, oui, elle a été sauvée. Elle a pris sa retraite de star du cinéma dans un pré. Alors où, vous devez le savoir, Jacques. Où a-t-elle pris sa retraite, vous qui savez tout? Dans une ferme du côté du sud de la France. Voilà. Ah voilà, c'est déjà pas mal comme info. C'est pas très précis, mais c'est pas mal. On peut pas faire plus précis. Vous pouvez faire mieux, cher P6. Le sud de Marseille, justement, Escale à Marseille, c'est le premier film d'Henri Verneuil. Escale au soleil. Escale au soleil, Oui. et Verneuil a obtenu de Fernandel qu'il le tourne gratuitement pendant ses vacances. L'histoire entre Verneuil et Fernandel est formidable, à plus d'un titre. Et tout d'abord, par rapport à l'humain. Henri Verneuil, qui s'appelait Achad Malakian et qui était journaliste au départ dans un quotidien à Marseille, voulait tourner un court-métrage, alors que c'était entre le court-métrage et le documentaire sur Marseille avec un narrateur qui s'appelait Escale au soleil. Et Verneuil ne se dégonfle pas, il envoie à mon grand-père le scénario en disant « Écoutez, Fernandel, voilà, moi je vous admire beaucoup, j'aimerais que vous soyez le narrateur de mon film, ça vous prendrait un jour de tournage. » Et mon grand-père lit le scénario et il appelle Verneuil et il lui dit « Écoutez, honnêtement, je suis trop cher, mais comme ce que vous avez écrit est formidable, je vais vous le faire gratuit. » Et derrière, en 51, 52, on propose à mon grand-père l'adaptation d'un roman de Marcel Aimé qui s'appelle La table au crevé. Et mon grand-père dit très bien, je le fais, mais ça va être dirigé par Henri Verneuil. Le producteur lui dit, Henri Verneuil, mais c'est qui? C'est personne. Il dit, écoutez, c'est simple, ou vous prenez Verneuil, ou moi, vous m'avez pas. Et donc Henri Verneuil a fait son premier long métrage, entre guillemets, grâce à mon grand-père. Et ils ont fait, je crois, 5 ou 6 films ensemble, qui sont pour moi mes préférés, parce qu'il y a une cohérence artistique entre les deux qui est merveilleuse. Et puis Verneuil est devenu ensuite ce qu'il est devenu, un des plus grands cinéastes français. Mais là où Verneuil a eu une élégance folle, c'est que toute sa vie, il s'est rappelé du fait que Fernandel lui a tendu la main. Et attention, mon grand-père ne s'est jamais montré envers Verneuil prétentieux ou ne lui a jamais fait une sorte de chantage artistique en lui rappelant qu'il lui avait tendu la main, car mon grand-père, lorsqu'il donnait quelque chose, il ne le reprenait pas. Et je crois que Verneuil, d'ailleurs, est le seul et unique metteur en scène qui a vraiment dirigé mon grand-père et dont mon grand-père ne discutait pas les directions d'interprétation et de mise en scène. Parce que, je crois que, comme disait Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Ils se sont trouvés, ces hommes. Il y a quelqu'un d'autre qui respectait Fernandel, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 3 mai 1968. A tout de suite sur Sud Radio avec Vincent Fernandel pour parler de Fernandel. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques P6. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Vincent Fernandel, pour évoquer Fernandel qui nous a quittés voici 50 ans, le 26 février 1971. J'ai trouvé une date étonnante, c'est le 3 mai 1968. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Eh ben, à l'Élysée, ce soir-là, à la veille des événements, oui. De Gaulle donne une réception et il dit que le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde, c'est Fernandel. Ah, c'était à cette date-là. Voilà. Et c'est vrai que Fernandel était très célèbre dans le monde, mais très discret dans la vie. C'est-à-dire que je crois que les journaux People ont parlé d'une seule fois de la femme cachée de Fernandel, mais c'était la sienne. Oui, alors ce qui est très drôle en plus, c'est que le journal avait été très malin. C'est-à-dire qu'ils avaient séparé la couverture du journal en deux
première moitié du haut, la femme cachée de Fernandel, et donc la deuxième moitié, en bas, une photo d'Henriette, ma grand-mère. Et dans les kiosques, ils avaient plié le journal de telle manière qu'on ne voyait pas la photo de ma grand-mère, mais juste le gros titre. Et Gabin, un jour, sur les grands boulevards qu'il conduit, il voit chez le kiosquier, depuis sa voiture, la femme cachée de Fernandel. Et là, Gabin pile et il se fait rentrer dans le cul. Mais il se démonte pas, il descend de la voiture, il va acheter le journal et il se dit « Ah, d'accord, c'est ça ». Et il appelle mon grand-père et lui dit « Tu sais, Fernand, j'ai vu ça et je me suis dit « Merde, Coco a fait une connerie ». Parce qu'ils s'aimaient beaucoup, les deux. Oui, ils étaient très amis. Ils se sont connus dans un premier film à leur début. Oui. Et il y avait le Normand Paris Béguin. Voilà. Et le Normand et le Marseillais sont devenus mais vraiment comme frères. Ils déjeunaient régulièrement dans une brasserie où il fallait mettre des paravents pour qu'ils soient tranquilles. Oui, en fait, ils aimaient beaucoup parler affaires, mais encore plus bouffe et autre chose, on va dire. Par conséquent, ils mangeaient très souvent ensemble, ils avaient leurs habitudes, mais c'est vrai qu'ils mettaient un paravent. Alors pas tant pour mon grand-père, qui lui était plutôt du genre à dire bonjour, ça va, machin, mais Gabin était beaucoup moins amène, il était plus renfermé, c'était un homme extraordinaire, mais beaucoup moins ouvert et méridional que mon grand-père. Donc c'est un peu lui qui avait demandé ça. Mais il y a une interview de Jean Gabin, que j'ai découverte assez récemment d'ailleurs, qui est d'une beauté absolue, où après le décès de mon grand-père, on va interviewer Gabin, et où Gabin dit des choses totalement extraordinaires, où on voit à quel point cet homme-là, qu'on disait bourru, renfrogné, était d'une grande sensibilité. Et ça, c'était des amitiés d'hommes, des amitiés viriles. Non pas que ce que je dis n'est pas du tout sexiste, hein, mais vraiment des rapports avec cette intimité, mais discrète, avec ce lien pudique, mais aussi avec cette grande sensibilité qui, même si elle ne dit pas son nom, est là et existe. Et je crois que c'est de là, encore une fois, c'était bien trouvé, mais sur les valeurs de fond aussi, sur la simplicité. Oui, en même temps, ils ont créé une compagnie ensemble, une compagnie de production, la Gaffer, avec leur nom. Il y a eu un film, L'âge ingrat, dialogue de Pascal Jardin, où ils ont joué ensemble. Mais ensuite, financièrement, ils ont décidé qu'il y avait peut-être autre chose à faire. Le truc, c'est que quand ils ont créé la Gaffer, déjà au départ, on doit ce nom-là à mon père, parce que ils voulaient prendre donc les deux premières syllabes de leur vrai patronyme, Moncorgé pour Gabin et Contandin pour mon grand-père. En fait, ça aurait donné Moncon, hein, si vous suivez bien. Hein, je vous fais 1 + 1 = 2. Bon. Et mon père a dit, mais vous pouvez pas faire ça, ça marchera jamais. Il dit, pourquoi vous ne prenez pas Gaffer, Gabin, Fernandel? Donc déjà, ça leur a semblé mieux. Mais il s'est passé quoi sur la Gaffer? C'est que ils ont investi leur propre argent pour se produire. Ils ont choisi Gilles Grangier comme metteur en scène. Grangier qui était un très bon faiseur, mais si on lui disait écoute, moi je suis là, la caméra elle est là, mais je préfère qu'elle soit ici, à Fernandel et Gabin, il disait d'accord. Donc ils se sont entourés de la famille, simple. Le film a plutôt bien marché, mais pour eux ça a été un échec, car ils avaient tablé sur plus haut. Mais ils ont eu moins. Mais ils ont quand même gagné de l'argent. Sauf que comme les deux venaient quand même de milieux au départ où c'était la galère et où un sou est un sou, ils ont dit on arrête tout, on a mangé des ronds, alors qu'ils n'avaient rien mangé du tout, ils en avaient gagné, mais pas au niveau de leurs prévisions. Ce qui ensuite a fait que la Gaffer est devenue uniquement productrice associée de certains films. Et puis ensuite, la société a été dissoute, il y a eu un vide juridique, enfin je sais pas, des papiers, des bazars, j'en sais rien du tout, mais en tout cas voilà, c'est ce qui avait fait dire à mon grand-père ou à Gabin, je ne sais plus, la Gaffer c'est plutôt la gaffe. Mais ils n'avaient pas une mentalité de producteur. C'était pas le cas de Marcel Pagnol. Ah, là, c'est différent. Qui a été, bon, il y a eu tous les films tournés par Marcel Pagnol avec Fernandel. Pagnol, c'est le Luc Besson des années 30. Oui, qui a mieux réussi. Entre 34 et 51, il y a eu Angèle, Reguin, Le Spoons, La fille du Pulsatier et Topaz. Oui. Et à chaque fois, des tournages, théoriquement, qui commençaient à 8h du matin et qui commençaient vers 15h, 16h. Et parfois même, ils commençaient le lendemain. Parce qu'ils arrivaient, ils discutaient, ils jouaient à la pétanque, ils mangeaient. Alors comme ils mangeaient pas très léger, hein, c'était assez gargantuesque le midi, quoi. Forcément que derrière tourner, c'était compliqué, il y avait la sieste. Et puis il suffisait que vers 4h, la lumière soit pas aussi bonne que le matin, on disait on reviendra demain. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette manière de faire du cinéma ne peut plus exister. Après, ce qu'il faut voir, il faut aussi sortir un peu de la galéjade, c'est que si parfois il reportait un peu au lendemain ce qu'il pouvait faire le jour même, lorsque ces mecs-là s'y mettaient, ils s'y mettaient. Mais il y avait aussi une chose où Pagnol gagnait beaucoup de temps, c'est sur la mise en scène.
Parce que vous regardez les films de Pagnol mis en scène par Pagnol lui-même, on ne peut pas dire que le souci du raccord ou du travelling en plein milieu de la garrigue ait vraiment été un frein. Pagnol disait d'ailleurs, la mise en scène, on s'en fout du moment qu'on dit mon texte. Et il en a été l'allégorie, j'ai envie de dire. Hein. Et puis il y avait les brouilles entre Fernandel et Pagnol. Tout le temps. Mais ils s'insultaient pour mieux se réconcilier. C'est-à-dire qu'ils avaient des caractères très forts tous les deux et que mon grand-père a toujours... pas reproché à Pagnol, mais a toujours tenu Pagnol pour un menteur. A toujours tenu Pagnol pour quelqu'un qui avait beaucoup de cœur, mais qui, d'un autre côté, avait une cruauté très grande qui parfois dépassait mon grand-père. Sauf que d'un autre côté, mon grand-père, avec certaines blagues qu'il pouvait faire et certains trucs qu'il pouvait dire, lui aussi, il en avait autant dans sa besace, si je puis dire. Donc finalement, qui se ressemble s'assemble et se sépare et se réconcilie, etc. Donc c'était deux gros caractères, parce que c'était quand même... c'était des types qui voulaient pas toujours avoir raison, mais qui avaient parfois un peu de mal de trouver des caractères en face d'eux qui soient au même niveau de force. Mais comme il s'est engueulé avec Guitry, enfin, comme... de toute façon, je vais vous dire, les méridionaux sont comme ça, ils sont sanguins. Et mon grand-père ne s'engueulait pas avec les gens parce qu'il était Fernandel. Il s'engueulait avec les gens parce qu'il était sanguin. Le matin, il était insomniaque. Bon, alors il dormait très peu, il se levait à 4-5 heures du mat', comme mon père d'ailleurs, et moi, j'en prends le chemin. Et quand il se levait et que personne n'était réveillé dans la maison, ça le foutait en pétard. Parce qu'il était le seul à tourner et virer. Donc, il recevait le journal, il le prenait, il rentrait dans la chambre, il disait « Oh, t'as vu ce qui est marqué là ? T'as vu ce qui se passe ?» On lui disait « Oh, papa ou chérie, laisse-moi dormir. » Et il disait « C'est comme ça, voilà. Je suis Fernandel et tout le monde s'en fout. Eh ben, je pars. » Il allait dans la salle de bain, il se brossait les dents, il cassait les verres. Et puis, il arrivait pour boire le pastis, toujours à midi pile, avec tout le monde. Il disait « Quoi ? Faites pas la tête. J'ai un peu crié, mais tout va bien. » Mais c'était sa nature. C'était sa nature. D'ailleurs, à propos du pastis, il a dit le pastis, c'est comme les seins. Oui. 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. Exactement. Et ça, c'est de lui, et c'est vrai. Et je partage totalement cette opinion. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que Pagnol avait aussi des brouilles régulières avec Rému. Mais avec tout le monde, voilà. Il avait des brouilles. Il y a une anecdote extraordinaire. Quand Rému doit tourner César, le 3e, oui. Il dit partout dans Paris, je ne suis pas payé assez cher, c'est pas possible, je refuse. Et il va dans le bureau de Pagnol en disant, vous allez voir ce que je vais demander beaucoup d'argent. Il arrive, on le met dans le bureau, Pagnol est en retard, il n'est pas là. Puis il voit le scénario traîner sur la table. Alors il ouvre le scénario discrètement, il voit l'histoire commence par la mort de César. Pagnol rentre à ce moment-là dans la pièce et Rému lui dit, je signe à n'importe quel prix. Non. Si. C'est extraordinaire. C'est formidable, des gens comme ça. C'est extraordinaire. Ah, celle-là, je la connaissais pas, Jacques. Alors, il y avait aussi les parties de pétanque à la maison, car Homérique, oui. Il y avait une maison à Marseille, oui. les Millefeuilles, et il y avait une maison... Non, les Mille Roses, les Mille Roses, pardon, les Mille Roses. Les Millefeuilles. C'est l'heure du goûter, Jacques, ouais. Non, pourtant, pas encore. Non, dans une heure ou deux. Il offrait des roses régulièrement qui n'étaient pas du jardin à votre grand-mère. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque anniversaire de mariage, il offrait à ma grand-mère autant de roses que ça faisait d'années qu'ils étaient mariés. En revanche, à Carry-le-Rouet, donc, il jouait à la pétanque et il y avait une bonne à tout faire qui avait été gymnaste. Absolument. Mon grand-père avait engagé une folle furieuse qui, lorsqu'elle apportait le plat, elle repartait en faisant la roue. Mon grand-père détestait les domestiques, détestait le larbinat, ce qui est un trait commun à mon père et à moi aussi, mais lorsqu'il engageait du personnel, c'était pas forcément pour que le travail soit fait à sa place. C'était parce que les gens le faisaient rigoler ou avaient le petit grain de folie ou le très gros grain de folie qui était divertissant. De la même manière qu'il avait engagé un type pour tailler les haies à la maison parce qu'il chantait du Luis Mariano très faux et ça l'amusait beaucoup. Jusqu'au jour où mon grand-père, qui avait réussi à dormir, entend le mec qui chante Mariano, a ouvert la fenêtre en disant « Connard, va chanter ailleurs que sous mes fenêtres !» alors qu'il l'avait gardé pendant des mois parce que ça l'amusait, quoi. Vous voyez ? C'est pas que Fernandel, c'est des tempéraments méridionaux, c'est la comédie à l'italienne, des Risi, des Scola, des Fellini, c'est la même chose, quoi. Fernandel ne chantait pas Mariano, il chantait ceci. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie. Mais c'est vrai, là-bas. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loup boutonnent, Félicie. Ça aussi, c'est un classique. Ah bah celle-là, on l'a entendu, réentendu. Hein. On la reprend encore aujourd'hui, comment on explique ça ? Mais écoutez, c'est inexplicable. Moi, je vais vous dire, je suis d'autant plus sidéré que, évidemment, que c'est une chanson très drôle, etc. Mais
Je trouve qu'en fait, mais ça c'est personnel, il a fait tant de choses qui ont été plus sensibles, plus délicates, même s'il était très bon dans le comique. Moi, je retiens surtout son aspect dramatique et sensible. Je préfère amplement Les gens riaient, qui est une très belle chanson de Raymond Mahmoudi, qui raconte finalement son histoire, mon grand-père, le fait qu'au départ, il ne comprenait pas pourquoi il faisait tant rire et que c'est devenu une force ensuite. Que Félicie aussi. Alors après, c'est sans doute aussi parce qu'il y a un aspect visuel, c'est-à-dire que voir mon grand-père chanter, c'est toujours plus savoureux que de l'entendre uniquement, parce que c'est de la comédie, il y a toute une gestuelle, il y a le masque, il y a l'interprétation. Bon. Mais c'est vrai que Félicie aussi, je pense que je l'ai tellement entendue qu'en fait, elle me passe un petit peu au-dessus du cigare, quoi, vous voyez. Alors justement, le voir à la télévision, c'était rare. Il y a eu en 1968 un palmarès des chansons avec Franck Fernandel, votre père, Tout et à fait. Fernandel. Et il a interprété une chanson qui est aujourd'hui culte dans le Marais et qui a fait scandale à l'époque. Il en est, oui. Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Ça aussi, ça a surpris. Oui, ça c'est très drôle. Ouais, mais il faut le voir faire. Exactement. Alors, vous parlez du Fernandel plein d'humour, mais il y a un classique qui montre l'émotion de Fernandel, c'est ceci. Oh, qu'elle était jolie, petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier. Car il ne faut pas oublier ce Fernandel qui dit Alphonse Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin. Quelle merveille. Les lettres de mon moulin. Ah, là j'écoute ça des heures autant que vous voulez. Oui. Parce que là, si vous voulez, je retrouve ce qui, moi, me touche chez cet homme-là. C'est sa sensibilité, sa capacité de raconteur d'histoire, de conteur, de fait libre provençal. Et puis, c'est surtout que il adorait ce genre de choses. Daudet, Allais, et le nom de Mistral, Paul Arène, c'était des artistes, enfin des écrivains, des poètes qu'il admirait énormément. Mais à côté de ça, il ne lisait que des romans de gare. Voilà. Et il aimait les westerns aussi. Il adorait les westerns. Et donc, vous assurez un peu la tradition, puisque vous avez... j'ai réalisé un western avec Jacques Pessis dans le premier rôle. Non, vous avez raconté Les Fables de La Fontaine. C'est un livre qui existe chez Fleurus, un livre CD. Tout à fait. Et finalement, La Fontaine, Daudet, c'est sans univers voisin. C'est surtout que c'est, je crois, l'amour que l'on m'a transmis de la tradition orale et aussi de savoir raconter les histoires. En plus de ça... moi, je suis un très grand admirateur, un très grand fan des auteurs du XVIIe, parce que, étant dans le théâtre, les Molières et les Racine font partie de mes références et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que La Fontaine, que je connaissais effectivement un peu moins bien et sur lequel je me suis renseigné et j'ai rencontré beaucoup de gens, de bons spécialistes qui m'ont aussi éclairé sur l'homme et sur l'œuvre, car c'est important quand on enregistre des fables aussi connues quand même d'avoir le background, comme on dit aujourd'hui, de l'homme et de l'artiste. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup amusé de faire ça pour deux raisons. D'abord parce que c'est un livre-disque qui est destiné aux enfants, aux jeunes, qui est d'ailleurs illustré par Charlotte Molas avec de très belles illustrations. Et comme j'aime beaucoup les petits, j'en ai pas, mais à chaque fois que je vais dans une soirée, vous pouvez être sûr, Jacques, que pendant qu'on prend le digestif, moi je suis dans la chambre avec les petits, je leur lis les histoires pour les endormir. C'est vers moi qu'ils viennent. Et puis aussi parce que, comment vous dire, je suis un grand amoureux des mots. Et que sans mots, comment mettons des paroles sur nos émotions? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on fait rire? Comment est-ce qu'on a accès à une version, on va dire, un peu plus élaborée de soi-même? Donc c'est ça que je trouvais bien, que grâce à la voix, à l'oral, les enfants, jeunes ou moins jeunes, viennent ensuite au texte, à la lecture. Voilà. Ça, c'est quelque chose c'est pour ça que je suis sorti de ma réserve. Sinon, vous le savez, moi, dans l'ombre, je suis très bien. Oui, en tout cas, dans l'ombre, vous parlez très bien de votre grand-père Fernandel, qui nous a donc quitté voici 50 ans. Merci d'en avoir aussi bien évoqué le souvenir. Mais merci à vous, Jacques, de m'avoir invité pour ça. Vous savez, je suis venu, je le dis, je suis venu parce que c'est vous. Parce que ce qui me fait plaisir quand je viens chez vous, et là notamment pour cet événement-là, on ne célèbre pas la mort, on célèbre la vie et on rigole. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Le plus important, c'est pas de pleurer sur les disparus, c'est de continuer à les faire vivre, mais dans le sourire. Voilà. Continuons, ne changeons rien. Et grâce à vous. Merci. Grâce à vous aussi. Merci Vincent Fernandel. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.